Oubliez le murmure de Don Corleone et le faste des mythes hollywoodiens. La vérité est bien plus primitive et, de ce fait, plus intéressante. L'histoire de la naissance de la mafia américaine, à la charnière des 19e et 20e siècles, n'est pas une chronique de guerriers dotée d'un code d'honneur. C'est un livre de contes, écrit avec du sang dans les rues poussiéreuses du Lower East Side. Qui a appuyé sur la gâchette ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qui a payé les balles et quel profit le coup de feu a rapporté. Nous plongeons dans un monde où la peur était la marchandise la plus liquide et la violence, l'outil de gestion le plus efficace. La question centrale de notre enquête est la suivante. Comment des groupes criminels, composés de paysans siciliens illettrés, ont-ils réussi dans un pays étranger, sans connaissance des lois ni de la langue, à bâtir une économie souterraine qui fonctionnait avec l'efficacité d'une entreprise? Quels instruments financiers ont-ils inventés? Comment géraient-ils les risques? Et comment tenaient-ils les comptes de leur caisse noire? Pour répondre à cette question, nous allons disséquer cette machine criminelle en étudiant ses 5 rouages clés, ces 5 histoires de référence. Nous suivrons toute l'évolution de leur pensée financière. Nous commencerons par l'outil le plus brutal, l'extorsion de la main noire, qui fonctionnait comme une franchise virale et cruelle. Ensuite, nous verrons comment le chaos s'est transformé en système grâce au mécanisme élégant du monopole alimentaire. Puis, nous analyserons comment la mafia a créé sa propre banque populaire, une loterie clandestine qui drainait chaque jour des millions de sang des quartiers pauvres. Après cela, nous étudierons leur tentative de prendre le contrôle de la source même de la richesse, la planche à billets pour la fausse monnaie. Et enfin, nous analyserons le sommet de leur pouvoir précoce, le racket dans les syndicats, qui leur a permis de taxer non plus des commerçants isolés, mais des secteurs entiers de l'industrie new-yorkaise. 5 histoires, 5 étapes de la construction d'un empire de l'ombre. Mais aucun de ces schémas n'aurait pu fonctionner sans un terreau idéal pour le nourrir. Le New York du début du XXe siècle n'était pas seulement une ville. C'était un chaudron bouillonnant où se mêlaient la misère, l'ambition et l'indifférence totale des autorités. Des millions d'immigrants du sud de l'Italie, fuyant la faim, se retrouvaient dans des ghettos où les lois et les concepts américains ne s'appliquaient presque pas. Ils ne faisaient pas confiance à la police, qu'ils considéraient comme l'instrument d'un État étranger et hostile. Ce vide de pouvoir a été comblé par la mafia, qui a proposé son propre système alternatif de justice et de ordre. La corruption était omniprésente. La machine politique de Tammany Hall vendait des postes et une protection contre les poursuites. Chaque policier, chaque juge avait un prix. Dans cet écosystème, le crime organisé n'était pas une maladie, mais un organe naturel et même nécessaire, qui régulait la vie de ceux que la société officielle avait rejetés. C'est sur ce sol en décomposition que les empires financiers que nous allons étudier ont grandi. Avant les structures, les hiérarchies et les boss, il y avait le chaos. Et ce chaos avait un nom. La Mano Nera, la main noire. Ce n'était pas une organisation comme la Cosa Nostra. C'était une idée, un modèle commercial viral, accessible à tous. La peur était son produit, et la lettre de menace, son offre commerciale. Elle apparaissait sous la porte d'une épicerie ou dans la loge d'un chanteur d'opéra, apportant avec elle non seulement une demande d'argent, mais un sentiment d'impuissance absolue. Car la victime, généralement un immigrant, comprenait qu'il était inutile et mortellement dangereux de s'adresser à la police américaine. C'était considéré comme une trahison. C'est ainsi que les criminels transformaient l'isolement social de toute une communauté en leur principal atout. Nous passons à une histoire qui montre comment ce mécanisme primitif fonctionnait même contre les plus riches et les plus célèbres. Novembre 1908, New York. Une lettre s'était livrée dans la loge du plus grand ténor du monde, Enrico Caruso, au Metropolitan Opera. À l'intérieur, une demande griffonnée en italien, approximatif de payer $2000, plus de $60 000 aujourd'hui, et un dessin grossier d'une main noire. La menace était claire. Un refus lui coûterait sa santé, et peut-être même sa voix divine. Caruso, un homme du monde qui gagnait des sommes fabuleuses, s'est retrouvé dans le même piège que le pauvre épicier de Little Italy. Paniqué, il paie. Mais cela n'a fait qu'attiser l'appétit des extorqueurs. La lettre suivante exige déjà $15 000. Cette fois, Caruso, surmontant sa peur, s'adresse à la seule personne en qui les Italiens avaient arme confiance, le lieutenant Joseph Petrosino, chef de la Pro-Brigade italienne de la police de New York. Petrosino monte une opération,
Il donne à Caruso une enveloppe contenant des billets marqués et l'envoie à un rendez-vous près d'une modeste boutique à Brooklyn. Au moment de la remise de l'argent, la police arrête les extorqueurs. Il s'agissait de simples membres du gang Morello qui avaient décidé de se faire un peu d'argent de poche. Décortiquons maintenant la logique financière de ce système. La main noire est un projet de capital risque criminel avec une rentabilité presque infinie. L'investissement de départ, une feuille de papier et de l'encre. Le profit potentiel, des milliers de dollars. C'était une franchise ouverte. N'importe qui pouvait utiliser la marque bien établie, Manonera, et chaque nouveau crime commis sous ce nom profitait à la réputation de tous les autres franchisés. La comptabilité se faisait de tête ou sur des bouts de boîtes à cigares. Primitif, mais absolument inaccessible pour la police. L'atout principal n'était pas la force, mais l'information. Savoir qui parmi les voisins avait vendu une maison, reçu un héritage, ou simplement faisait de bonnes affaires. C'était la forme la plus hideuse de réseau social, où le succès de l'un devenait un prétexte à la menace de l'autre. Ce milieu chaotique et cruel était aussi une sorte d'incubateur d'entreprises. Ceux qui montraient les plus grandes capacités d'organisation dans ce commerce sanglant passaient bientôt au niveau supérieur, plus systémique. Mais le système n'était pas tout puissant. Il avait un ennemi, et cet ennemi était intelligent, déterminé, et surtout, il était l'un des leurs. Le détective Joseph Petrosino, un immigrant de Salerne, était un véritable cauchemar pour la mafia et la main noire. Il comprenait leur mentalité, parlait leur dialecte et méprisait l'omerta, la loi du silence qui paralysait la justice. En prenant la tête de la brigade italienne, il en a fait la première unité de lutte contre le crime organisé aux États-Unis. Petrosino était un innovateur. Il a créé un immense fichier avec les photos et les empreintes digitales de milliers de criminels italiens et suivait leurs déplacements entre les États-Unis et l'Italie. Il n'attendait pas le crime, il agissait en amont, infiltrait des agents, démantelait les gangs avant qu'il n'ait le temps de prendre de l'ampleur. Pour des milliers d'immigrants honnêtes, il était le seul symbole d'espoir. Pour les criminels, une menace mortelle. C'est pourquoi en mars 1909, lors d'un voyage à Palerme pour recueillir des informations, il a été traqué et assassiné. Sa mort a été un signal pour la mafia. L'ennemi le plus dangereux était éliminé. La voie était libre. L'assassinat de Joseph Petrosino en 1909 a eu un effet retentissant. La mafia n'a pas seulement éliminé un ennemi, elle a fait une déclaration. Désormais, le jeu allait se jouer à un autre niveau. Les leaders de la nouvelle génération du monde criminel, comme Tiro Terranova, comprenaient que la terreur chaotique de la main noire était une impasse. Elle attirait trop l'attention et générait des revenus trop instables. Le vrai pouvoir et le vrai argent ne résidaient même pas dans l'intimidation d'individus, mais dans le contrôle des systèmes dont tout le monde dépendait. Et le système le plus important était celui de la distribution alimentaire. Pourquoi extorquer 20 $ à un épicier quand on peut le forcer, lui et des centaines d'autres, comme lui, à payer 2 cents de plus pour chaque caisse de légumes? La question n'était plus de savoir comment prendre, mais comment taxer la vie elle-même. Imaginez le bourdonnant Bronx Terminal Market dans les années 1920. C'est le cœur par lequel la nourriture afflue dans la ville. Et ce cœur a son propre cardiologue, Ciro, le roi de l'artichaut, Terranova. Sur le papier, c'est un homme d'affaires respectable, propriétaire d'une société d'import-export. En réalité, il a bâti un monopole verticalement intégré sans faille. Ses agents en Californie forçaient les agriculteurs à ne vendre leurs récoltes d'artichauts qu'à ses entreprises. À New York, aucun grossiste ne pouvait acheter cette marchandise avant qu'elle ne soit traitée par la société de Terranova. Le prix, comme par magie, grimpait alors de 30 à 40%. Si un commerçant indépendant tentait d'importer des artichauts d'un autre État, son camion avait un accident, son entrepôt brûlait, et on lui conseillait de ne plus se mêler de cette affaire. Terranova recourait rarement à la violence lui-même. Il n'en avait pas besoin. Le système fonctionnait comme une horloge, et sa réputation était la meilleure garantie d'obéissance. Décortiquons le mécanisme. Ce n'est pas seulement du racket, c'est un exemple classique de prise de contrôle d'un goulot d'étranglement dans la chaîne logistique. Terranova a compris qu'il n'était pas nécessaire de contrôler des milliers d'agriculteurs et des milliers de magasins. Il fallait contrôler un seul nœud, le marché de gros par lequel transitait toute la marchandise. Essentiellement, il a créé une douane privée et criminelle.
Toute importation d'artichauts dans son territoire était soumise à une taxe qui allait directement dans sa caisse noire. La comptabilité passe ici à un niveau supérieur. Il ne s'agit plus de bouts de papier, mais d'un véritable suivi des livraisons, d'un contrôle des prix et d'une gestion des flux de trésorerie par le biais de sociétés écrans légales. De tels revenus étaient non seulement stables et prévisibles, mais aussi partiellement blanchis, puisqu'ils provenaient d'une activité commerciale réelle. C'était un pas de géant. La mafia cessait d'être un simple parasite, elle commençait à s'intégrer dans le tissu même de l'économie légale. Mais arrêtons-nous un instant et posons une question. Le contrôle du marché des artichauts. Cela ne semble-t-il pas anodin? Peut-on vraiment bâtir un empire criminel sur cela? Peut-être que cette histoire, montée en épingle par les journaux, n'était qu'une façade, un écran de fumée cachant des affaires plus sombres. Et quelles étaient les limites de ce pouvoir? On pouvait intimider un petit épicier, mais que se passait-il lorsque leurs intérêts se heurtaient à une véritable puissance corporative, comme les chaînes de supermarchés naissantes? Ce modèle était efficace au sein d'une communauté ethnique fermée, mais était-il scalable? En se transformant de bandit fantomatique en roi de l'artichaut public, le parrain de la mafia ne devenait-il pas une cible plus vulnérable pour les procureurs et les politiciens ambitieux d'un nouveau genre, comme le futur maire LaGuardia, qui déclarera la guerre précisément à Terra Nova? Peut-être que ce pas vers la légalisation n'était pas une évolution, mais le premier pas dans un piège. Les questions que nous avons posées n'étaient pas hypothétiques. Les chefs de la mafia comprenaient eux-mêmes la vulnérabilité d'une entreprise basée sur le contrôle de biens physiques. Une telle entreprise laissait des traces, pouvait être suivie et attaquée, ce que fit le maire LaGuardia dans les années 30, en détruisant symboliquement les artichauts de Terra Nova dans les russes de la ville. Il fallait une autre source de revenus. L'entreprise criminelle idéale devait être invisible, décentralisée et fonctionner uniquement en espèces. Et surtout, les clients devaient y venir d'eux-mêmes, de leur plein gré. La solution ne fut pas trouvée dans le domaine de la peur, mais dans celui de l'espoir. La mafia n'a pas inventé les jeux d'argent, mais elle a transformé une loterie clandestine, connue sous le nom de POCI, ou jeu des numéros, en une pompe financière incroyablement efficace qui transférait chaque jour des millions des poches des pauvres vers la caisse noire. C'était un rituel quotidien, ancré dans le tissu même de la vie des quartiers d'immigrants. Une femme au foyer, interprétant son rêve, misait 5 cents sur le nombre, rêvé. Un docker misait un nickel sur le numéro de sa carte syndicale. On pouvait parier partout, chez le coiffeur, au bureau de tabac, à la pâtisserie. Le runner, collecteur, notait le numéro sur un bout de papier fin, le déchirait en deux et donnait une moitié au client comme reçu. Le génie du système résidait dans son apparente honnêteté. Le numéro gagnant à 3 chiffres n'était pas choisi par la mafia. Il était tiré de sources publiques impossibles à falsifier. Le plus souvent, les 3 derniers chiffres du rapport quotidien du solde du trésor américain, imprimé dans tous les journaux du soir. Le soir, tout le quartier épluchait les journaux. Et le lendemain matin, le runner payait les gains sans délai. Cette fiabilité créait une confiance sans borne dans le système. Décortiquons maintenant le cœur mathématique de cette machine. La probabilité de deviner un nombre entre 0,00 et 999 est de 1 sur 1000. Mais la Pool Bank, l'organisation criminelle qui contrôlait le territoire, payait les gains à un taux de 600 pour 1, parfois même 500 pour 1. Cette différence de 40 à 50% n'était pas seulement un profit, mais un revenu mathématiquement garanti pour le système. C'était l'impôt parfait sur l'espoir. Du point de vue de l'agent de la comptabilité, c'était une avancée majeure. L'organisation a dû mettre en place un système de comptabilité complexe pour traiter des dizaines de milliers de paris quotidiens, pour suivre les flux de liquidités provenant de centaines de on-runners, et pour détecter la fraude au sein de ses propres rangs. Une analogie parlante serait non pas une simple loterie, mais un système bancaire privé pour les pauvres. Il fonctionnait comme un vaste réseau de collecte de micro-dépôts, les mises, les transformant en un capital colossal et liquide. C'est ce flux d'argent liquide, pur et anonyme, qui est devenu le carburant des opérations les plus importantes de la mafia. La corruption de juges et de politiciens, le financement de guerres contre les concurrents et les investissements dans de nouveaux projets plus coûteux. Le contrôle des syndicats a donné à la mafia le pouvoir et un revenu stable. Le sommet semblait atteint. Ils avaient appris à redistribuer l'argent existant dans l'économie à leur profit. Mais pour les esprits les plus ambitieux, comme Giuseppe Morello,
ce n'était pas suffisant. Tous leurs revenus, du racket à la loterie, dépendaient de sources extérieures. L'étape suivante exigeait une indépendance financière absolue. C'était l'idée la plus arrogante et la plus dangereuse de toutes. Pourquoi prendre l'argent des autres si on peut le créer soi-même? Pourquoi être un parasite sur le corps de l'économie si on peut devenir son faux cœur, pompant du faux sang dans ses veines? C'était jouer avec le feu au plus haut niveau. Une atteinte directe au monopole de l'État. Un crime que les autorités fédérales, contrairement à la police locale corrompue, ne pardonneront jamais. En 1909, les agents des services secrets américains, l'agence créée pour lutter contre les faux monnayeurs, ont remarqué une tendance inquiétante. Dans tout New York et au-delà, des faux billets de 2 et 5 dollars presque parfaits ont commencé à apparaître. L'enquête, tel un fil, a mené des vendeurs de rue aux grossistes pour finalement aboutir à l'empire d'importation d'Ignazio Lupo. Mais il n'était qu'un distributeur. Leur usine était située dans une ferme tranquille à Highland, à quelques heures de route de la ville. Là, dans une cave, sous le contrôle personnel de Giuseppe, la main qui agrippe, Morello, travaillait un graveur talentueux, Antonio Cecala, spécialement venu de Sicile. L'opération était organisée à une échelle industrielle. L'argent fraîchement imprimé était transporté à New York où, par le biais d'un réseau d'épiceries et de tavernes de Lupo, il était lentement et prudemment mis en circulation, principalement sous forme de monnaie rendue. Mais en novembre 1909, les agents fédéraux ont frappé, arrêtant tout le sommet du gang directement à la ferme, avec les plaques d'impression et des liasses d'argent frais. Quel était le sens économique de cette escroquerie? Ce n'était pas simplement une tentative d'imprimer de l'argent de poche. C'était un outil stratégique pour financer la croissance. La fausse monnaie était utilisée comme capital d'amorçage pour de nouvelles entreprises criminelles et comme fonds de guerre contre les concurrents. Cela permettait d'étendre l'empire sans risquer l'argent propre, obtenu par d'autres rackets. Essentiellement, Morello et Lupo avaient créé leur propre banque centrale, privée, qui pouvait procéder à une émission illimitée pour les besoins de leur économie de l'ombre. L'analogie ici est une émission illégale d'actions. Cela leur permettait de lever des ressources à partir de rien. Cependant, le risque était colossal, contrairement aux meurtres ou aux rackets, qui pouvaient rester impunis grâce à la corruption. La contrefaçon de monnaie était une attaque contre l'État lui-même. La lourde sentence, 25 et 30 ans de travaux forcés pour Morello et Lupo, a servi de leçon à la génération suivante de mafieux. On ne joue pas à ces jeux-là avec le gouvernement fédéral. Le flux de liquidités provenant de la loterie clandestine a donné à la mafia une ressource sans précédent, du capital liquide. Mais l'argent pour l'argent n'était pas une fin en soi. Le capital doit travailler, il doit acheter du pouvoir. Les leaders de la nouvelle génération, comme Lucky Luciano et ses partenaires, Meyer Lansky, Lepke Buchalter et Gora Shapiro, l'avaient compris mieux que quiconque. Ils ont observé le paysage économique de New York et y ont vu une nouvelle force colossale, les syndicats. Dans l'industrie du vêtement, dans le transport de marchandises, dans les transports, partout, les travailleurs s'unissaient pour exiger de meilleures conditions. Ces syndicats disposaient d'énormes fonds de membres. Et, plus important encore, ils avaient un bouton capable de paralyser tout un secteur. La grève. La pensée criminelle a fait un saut génial et cynique. Pourquoi combattre cette force si on peut la diriger? Imaginez le Garment District de Manhattan à la fin des années 20 et au début des années 30. Des milliers de petites usines se livrent une concurrence féroce dans des conditions très difficiles. Le principal casse-tête de tout propriétaire est l'agitation ouvrière et les grèves, qui peuvent conduire à la faillite. Et voilà qu'un homme discret entre dans son bureau et lui fait une proposition. C'est un homme de Lepke Buchalter. La proposition est simple. Le propriétaire paie une certaine somme par an à l'Icom Association de Buchalter. En échange, il obtient une paix industrielle totale. Toute tentative des travailleurs d'organiser une grève sera brutalement réprimée. Les salaires seront fixés à un niveau avantageux pour le propriétaire. Comment cela fonctionnait-il? Buchalter et son gang prenaient d'abord le contrôle des sections locales des syndicats en utilisant la violence et le chantage pour placer leurs hommes à des postes de direction. Après cela, le syndicat, de protecteurs des travailleurs, se transformait en leur surveillant. Pour les récalcitrants, il y avait des arguments de poids, de l'acide au visage, des jambes cassées, des disparitions sans laisser de traces.
L'exécuteur de ce travail était la fameuse Murder Inc. Décortiquons ce modèle économique. C'est le summum de l'entrepreneuriat criminel. La mafia a cessé d'être un simple racketteur. Elle est devenue un arbitre de l'ombre, un intermédiaire indispensable entre le travail et le capital. Elle vendait un produit unique que personne d'autre ne pouvait offrir, une stabilité garantie. La chronique caisse noire était ici alimentée par 3 sources. La première, les paiements directs des propriétaires d'usines pour une protection contre leurs propres ouvriers. La deuxième, le détournement d'argent directement des caisses et des fonds de pension du syndicat lui-même. La troisième, les pots de vin des entreprises pour la conclusion de conventions collectives avantageuses qui lésaient les droits des travailleurs. Une analogie parlante serait un ministère du travail privé et criminel. Il délivrait des licences, réglait les conflits et établissait les règles du jeu pour des secteurs entiers de l'économie. Pour la première fois, la mafia a obtenu un contrôle direct sur des entreprises légales en s'intégrant profondément dans leur structure. Ce n'était plus une activité parasitaire, mais une gestion de l'ombre qui a jeté les bases de leur pouvoir pour les décennies à venir. Nous avons donc parcouru tout le chemin, de la lettre de menace sordide à la planche à billets personnels. Maintenant, en regardant en arrière, nous ne voyons pas seulement un ensemble de schémas criminels, mais un organisme cohérent et en développement. Nos 5 histoires de référence sont les 5 organes vitaux de ce système. L'extorsion de la magma noire était ses crocs et ses griffes, une arme primitive pour l'accumulation initiale de capital. Le monopole alimentaire était son estomac, qui digérait les entreprises légales pour en extraire un profit stable. La loterie clandestine était son système sanguin, assurant un flux continu d'argent liquide. Le racket dans les syndicats est devenu son cerveau et son système nerveux, lui permettant de contrôler des secteurs entiers de l'économie. Et la fausse monnaie était son cœur, une tentative dangereuse et désespérée de pomper son propre sang pour devenir totalement autonome. Chacun de ces systèmes remplissait sa propre fonction, créant ensemble un empire de l'ombre étonnamment résilient. Et nous pouvons maintenant donner une réponse définitive à notre question principale. La comptabilité d'Acieux de la caisse noire de la mafia primitive n'était pas un système de compte, mais un système de contrôle. Ils n'enregistraient qu'au pas des chiffres, ils s'emparaient gommés de processus. Leur génie résidait dans leur capacité à trouver et à monétiser les vulnérabilités. La vulnérabilité de l'immigrant face à la peur. La vulnérabilité d'une chaîne logistique à son point le plus étroit. La vulnérabilité du pauvre s'accrochant à l'espoir. La vulnérabilité du capitaliste face à la révolte ouvrière. Et enfin, la vulnérabilité du système monétaire lui-même. Ils ont créé le système d'exploitation du monde criminel, qui s'est avéré si efficace que ses principes de base fonctionnent encore aujourd'hui. Les méthodes ont changé, mais la logique est restée la même. Le principe de l'assaut main noire survit dans chaque attaque de ransomware. La logique du « roi de l'artichaut » dans le contrôle des couloirs de transit par les cartels de la drogue. La mathématique de la loterie clandestine dans les milliards de chiffres d'affaires des casinos en ligne illégaux. Cette comptabilité primitive, née dans la misère et la violence il y a 100 ans, s'est avérée être l'une des inventions les plus durables et les plus sombres du XXe siècle. L'enquête est terminée.